Bon après-midi à tous. Je vais commencer, comme ça va. Les gens vont peut-être s'asseoir, finir leur petit café. Alors je suis très heureux d'être là devant vous aujourd'hui pour vous présenter. C'est la première fois que je présente cette note, entre guillemets, de manière officielle. Je suis très content d'être ici parce qu'en fait, cette note, c'est pas une note du Shift Project, mais il y a un lien très fort puisque j'ai participé à une réunion en juin 2012 à Rueil-Malmaison, organisée par le Shift Project, notamment avec Jean-Marc, avec Dominique David du CEA. Et à cette réunion en juin 2012, j'ai vu un graphique où on comparait une analyse de cycle de vie. Moi, je travaillais depuis 2006 sur les voitures électriques. Et j'ai vu un graphique où on voyait les émissions de CO2 sur le cycle de vie d'une voiture électrique en fonction de son poids et d'une voiture à essence. Et sur ce graphique, on pouvait voir qu'en fait, une voiture à essence de 500 kg émettait moins de CO2 sur son cycle de vie qu'une Renault Zoé de 1,4 tonne. Et donc moi qui travaillais beaucoup sur la voiture électrique, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire sur le poids des voitures. Alors notamment à cette occasion, il y avait quelqu'un de Renault qui était là, Renault qui faisait des Twizy électriques. Et donc je lui ai dit, vu que cette voiture a fait moins de CO2 que votre Renault Zoé, quand est-ce que vous sortez un Twizy essence ? Et il ne m'a pas répondu, et je crois qu'il n'avait pas compris la question. Alors aujourd'hui, mon exposé va se passer en 2 temps. Et vous allez discuter presque autant que moi. On va s'arrêter à la moitié. On va commencer par faire un diagnostic qui est sévère sur les politiques de réduction de CO2 dans les voitures. Et ensuite, on va parler des propositions qu'on a formulées dans cette note. Alors pour information, je ne suis pas venu les mains vides. J'ai une 50aine d'exemplaires à côté de moi et j'irai les poser au fond. Comme ça, si vous voulez la prendre en sortant, vous pourrez vous servir. Elle est aussi disponible sur le site de France Stratégie, www.strategie.gouv.fr. Et depuis hier, elle est aussi disponible en anglais, toujours sur le site de France Stratégie. Alors, première partie. La réduction des émissions du CO2 du secteur automobile européen, un échec européen. Alors, quelques ordres de grandeur d'abord sur les émissions de CO2 du transport. Cette note est au niveau européen, puisque les émissions de CO2 du transport sont réglementées au niveau européen, mais ça ne nous empêchera pas de parler un peu de la France non plus. Alors voilà, ça c'est les émissions de CO2 du secteur du transport. Le seul secteur en Europe dont les émissions ont augmenté depuis 1990, à peu près un peu moins de 30% des émissions de CO2, une augmentation de 30% par rapport à 1990. Comme vous pouvez le voir, la manière la plus efficace qu'on ait trouvée pour faire baisser les émissions de CO2, ça s'appelle une crise financière. La question d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y en a une autre ? Alors, comme vous pouvez le voir, à partir de 2014, la baisse du prix du pétrole et la reprise économique, on n'est pas encore exactement en économie qui est décorrélée des émissions de CO2 et donc c'est reparti à la hausse. Alors ça c'est le transport, mais on va regarder les voitures. Les voitures, c'est à peu près la moitié des émissions du transport, quand on ne prend pas l'avion en compte, bien évidemment, ou sinon c'est un peu moins. Je rappelle que les émissions d'avion en trajets internationaux en France, c'est à peu près 30 millions de tonnes à la louche de gaz à effet de serre équivalent CO2 et que les voitures, c'est 60. Donc c'est à peu près la moitié. Mais on ne les compte pas puisque ce sont des choses internationales comme les bateaux d'ailleurs. Donc ces émissions de CO2 dans les voitures, c'est pour cette raison que j'ai voulu proposer à France Stratégie de regarder ce sujet-là. Parce qu'en fait, on avait un objectif de 95 grammes par kilomètre en 2021 et jusqu'en 2015, tout allait bien. On était sur la bonne ligne, on allait directement à l'objectif. Et puis vous avez eu un scandale Volkswagen, un scandale du diesel qui a eu 2 impacts. Le premier, c'est que suite à ce scandale, il y a plusieurs villes qui ont annoncé qu'elles allaient limiter la circulation des véhicules, notamment diesel, les plus polluants.
Ce qui a fait que les gens ont pris peur et ils se sont dit si je ne peux plus aller en ville avec mon diesel, je ne vais pas m'acheter un diesel, je vais m'acheter une essence. Donc ça a accéléré la baisse des parts du marché des ventes diesel. Et puis ensuite, en parallèle, ou en même temps, vous avez le succès des SUV, et maintenant qui sont des SUV essence, SUV qui représentaient plus d'une voiture sur 3 vendue en 2018, donc des volumes multipliés par 8 depuis 2000 et par 4 depuis 2010. Et donc on a un petit problème sur les émissions de CO2. Je ne sais pas quand vous voyez ce graphe si vous avez l'impression qu'on va y arriver en 2024, mais moi je me dis que ce n'est pas forcément gagné. Alors il y a eu plusieurs initiatives au niveau de la Commission européenne. Juste une petite histoire. En 2018, on était à un peu plus de 120 grammes par kilomètre pour les voitures. 120 grammes par kilomètre, c'est l'objectif que s'était fixé la Commission européenne en 1995 pour l'année 2005. D'accord ? Donc en 2018, nous sommes au-dessus de l'objectif de 2005. Alors il y avait 3 piliers pour la politique de la Commission européenne en 1995. Un des piliers, c'était une fiscalité harmonisée au niveau européen. Comme vous le savez, la fiscalité, c'est plutôt la prérogative des États, donc ça n'a pas eu lieu. L'autre pilier, c'était de mettre des étiquettes pour les consommateurs. Comme ça, quand vous achetez votre voiture, vous achetez l'étiquette A, B, C, D, E, vous connaissez ça, et vous prenez ce qui est vert. Le problème, c'est que en France, quand vous regardez, c'est proportionnel en valeur absolue aux émissions de CO2. Donc, moins il y a de CO2, plus c'est vert. Mais dans d'autres pays, ça ne marche pas comme ça. Par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne, en fait, c'est un classement par rapport à votre catégorie de poids. Donc on classe toutes les voitures de 600 kg, de 700, de 800, jusqu'à 2,5 tonnes. Et ce qui fait que quand vous achetez une Audi Q7, vous pouvez avoir la note B, et que quand vous voulez acheter une Smart qui pèse 3 fois moins lourd, qui est 2 fois moins puissante et émet 1,5 fois moins de CO2, vous aurez la note E. Donc ça, c'était le deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est celui-là. C'est la réglementation sur les émissions de CO2 des voitures neuves qui avait commencé par un accord volontariste des constructeurs en 1998 qui n'a pas fonctionné. Donc on est passé sous la contrainte qui a bien fonctionné jusqu'en 2015. Et puis là, effectivement, on comptait quand même sur le diesel pour y arriver. Ça devient un peu plus compliqué. Alors maintenant, on va prendre un peu de recul. On avait les émissions à 2007 pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Depuis 2000. Alors, on s'est rendu compte qu'en fait, depuis 2000, les émissions de CO2 des voitures neuves n'avaient quasiment pas baissé. Vous étiez au courant ? Bon. Alors, vous étiez au courant de ça. Vous étiez au courant de la courbe bleue. Ça, c'est les émissions de CO2 en laboratoire, lors des tests. Sur un test qui date des années 70 et qui ne représente pas beaucoup la réalité. Mais on a les données sur la route. Et la route, c'est là-haut. Donc de 2000 à 2008, ça ne baisse pas. De 2008 à 2010, ça baisse, toujours la crise financière. Et de 2010 à 2018, ça ne baisse pas. Et donc, d'où une conclusion, à mon avis, qui n'est pas tirée par les cheveux, qui est qu'on est quand même plutôt sur un échec, sur les baisses des émissions de CO2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette baisse artificielle, donc les 2/3 de la baisse qui sont artificielles, c'est quand même 400 € par an, par voiture, en plus. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu une crise sociale assez importante récemment. Il n'est pas impossible que ça y ait un peu contribué. Sur la plus grande crise sociale des 20 dernières années, si on fait la somme depuis 2000, c'est 20 milliards d'euros de vos poches. Des poches de tous les Français qui sont allés pour payer le carburant supplémentaire du fait de cette baisse artificielle des émissions de CO2. Alors vous le voyez, il y a quand même eu une baisse en 2008. J'ai dit la crise financière, c'est un peu facile. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement en 2008 ? Comment ?
En 2008, vous avez sous vos yeux, alors en bleu, ce sont les ventes de SUV. J'explique juste le graphe rapidement. C'est un graphe en base 100. Donc considère que les ventes en 2001, c'est égal à 100, quel que soit le segment. Et puis après, ça nous permet de voir combien ça augmente. Donc par exemple, les SUV, ça double entre 2001 et 2007. Et après, ça multiplié par 8. Ça ne veut pas dire que c'est la voiture la plus vendue. Ça veut dire que ça a été multiplié par 8. Et donc vous voyez qu'en 2008, il s'est passé quelque chose pour plusieurs raisons. Alors toujours la crise financière. La crise financière, elle fait qu'on vend moins de SUV, mais aussi on vend moins de grosses voitures, segment E, F et Sport. C'est la ligne bleue ici, vous voyez, ça baisse. On vend moins de grosses voitures et on voit les toutes petites voitures segment A, et là, qui augmentent très fortement. Sous l'effet de deux choses. La première, c'est la mise en place du bonus-malus écologique en France au 1er janvier 2008, qui à l'époque concernait le bonus 50% des personnes, des immatriculations, pardon. Aujourd'hui, c'est plutôt 2%. Et ça a fonctionné, et aussi des primes de mise à la casse ciblées, que ce soit en France ou dans les autres pays, pour encourager la vente de voitures. Donc la question, c'est de dire comment on fait, mis à part une crise financière, pour vendre moins de grosses voitures et vendre plus de petites voitures. Alors bien évidemment, il y a la voiture électrique. La voiture électrique, comme vous le savez peut-être, en Norvège, c'est plus d'une voiture sur deux. La Norvège d'ailleurs qui est le premier pays qui atteint à 95 grammes, et ça, pas en 2021, mais dès 2016. Alors, il y a différentes raisons, bien évidemment, pour ça. Le problème, c'est qu'en Europe, on n'est pas encore en Norvège, on n'a pas non plus les revenus, on n'a pas leur pétrole et leur gaz, et donc les ventes de voitures électriques. Alors, bien évidemment, quand on regarde les courbes, ça augmente exponentiellement, mais quand on regarde le chiffre en haut à droite, c'est 2,5%. Donc, les ventes de voitures électriques compense pas encore la baisse des ventes de voitures diesel, comme ça a été le cas en Norvège, où en gros toutes les voitures diesel qui n'ont plus été vendues ont été remplacées par une voiture électrique. Et donc là, on se rend compte qu'on risque peut-être d'avoir un problème, et qu'on n'arrivera pas forcément à vendre assez de voitures électriques pour y arriver. Alors on a fait notre... voilà, c'était le premier diagnostic. Donc je vais faire une petite pause, voir si vous avez déjà des questions sur cette première phase de diagnostic, sur cette baisse artificielle des émissions de CO2. Ou alors, s'il n'y en a pas, je continue sur la suite. Questions ? Sur le graphique des voitures neuves, on voit en 2008 qu'il y a une diminution. Celui qui est juste avant, voilà ici, des émissions de CO2. Vous dites que c'est lié à la crise. Qu'est-ce qu'on voit en fait ici? Est-ce qu'on voit le rendement au kilomètre? Qu'est-ce qu'on voit? Non, c'est celui-là, vous voulez voir? Ouais. Alors, vous avez raison, on va expliquer chacune des phases, ce que je n'ai pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé de 2000 à 2008? En phase plate, il s'est passé ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc c'est une phase, en fait, au début des années 2000, tout le monde était convaincu que le diesel allait pouvoir sauver la planète. Et donc tous les pays en Europe ont mis en place des politiques incitatives pour vendre plus de diesel. Et donc ça a permis de faire baisser la consommation unitaire des voitures. Et qu'est-ce qu'on a fait quand la consommation unitaire des voitures a baissé? Eh bien, on a eu des voitures plus lourdes, des voitures plus puissantes, et des voitures plus grandes. Et donc, on a totalement annihilé le gain individuel par l'effet rebond. La décennie 2000, c'est l'année des premiers SUV. Est-ce que vous savez qui a lancé le SUV en Europe? Je l'ai appris récemment. Il ne faudra pas me dire que c'est de l'acharnement, mais il se trouve que c'est Volkswagen. Volkswagen en 2002 avec le Volkswagen Touareg, et en même temps avec le Porsche Cayenne. Et donc c'est eux qui ont lancé la mode, les premiers en 2002. D'ailleurs, les émissions de CO2 de Volkswagen sur cette décennie sont catastrophiques. Donc on est sur de l'effet rebond sur la première partie. Après, comme je vous l'ai montré, 2008-2010,
on est vraiment vraisemblable sur un mix de ventes qui change, plus de petites voitures, moins de SUV, moins de grosses voitures. Et ensuite, on a quand même les SUV qui continuent d'augmenter. Alors, on continue à travailler chez les constructeurs automobiles, on continue à travailler l'aérodynamisme, on continue à travailler l'allègement. Il n'y a plus d'augmentation de poids significative après 2012. Mais vous voyez qu'avec la baisse structurelle du diesel, et ben finalement, tous ces gains s'annulent. Et donc, on est à nouveau, alors non seulement s'annule, mais depuis 2 ans, repartent à la hausse. Ce qui est intéressant, ceci étant dit, c'est que là, on repart à la hausse sur les émissions en laboratoire, mais les émissions dans la vraie vie, c'est plutôt stable. Bon, donc ça veut dire en gros qu'on récupère une partie de la baisse artificielle. Mais donc on en est là aujourd'hui, et la question c'est comment est-ce qu'on reproduit ce schéma-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Oui, bonjour, Karine Sama. J'étais juste curieuse de votre source de données pour comment c'est calculé finalement et pourquoi c'est delta entre laboratoire et conditions réelles. Et voilà, quelle est la source de données, sur combien de voitures, sur quelle durée Ouais, alors beaucoup de documents que j'utilise dans cette étude sont issus des travaux de l'ICCT. Et donc je vais pas les placer parce que j'ai pas exactement le nom. International Clean Council on Clean Transportation, je crois que c'est ça. Alors, les données en laboratoire, c'est les données qui sont déclarées par les constructeurs automobiles. D'accord ? Quand ils vendent la voiture, vous avez une valeur qui est la valeur des émissions de CO2 de la voiture. Les émissions en conduite réelle, eh ben, ce sont des émissions mesurées sur des voitures. Et là, dans le cas de l'ICCT, c'est une étude européenne sur de tête plus de 8 pays et plus de 1 million de voitures qui sont équipées de boîtes noires et qui remontent les informations de consommation réelle des voitures. Et donc après, on compare les émissions réelles et les émissions théoriques. Et donc vous avez un écart de 10% en fait en 2000 et vous arrivez à un écart de 40% en 2017. Alors pourquoi ? Effectivement, j'en ai pas parlé. Enfin, j'en ai parlé rapidement. La raison principale, c'est que les tests sur lesquels sont faits les conditions des tests d'homologation ne sont pas représentatifs des conditions réelles de conduite. C'est un test, le test NEDC, qui porte très mal son nom, puisque c'est le New Energy Driving Cycle, et qui date de 1970. Au départ, il n'a pas été fait pour représenter la réalité. Il a été fait en Europe pour éviter, lorsqu'on a mis en place le marché commun d'ailleurs, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès celui-là. Quand on a mis en place le marché commun, on l'a fait pour éviter qu'il y ait du protectionnisme, pour harmoniser. C'était fait pour harmoniser en Europe. Ce n'était pas du tout fait pour représenter la réalité. Et on l'a gardé très très longtemps et il a changé il y a 2 ans. Donc la réglementation évolue. A priori, maintenant, ce sera plus difficile que les écarts se creusent, mais vous avez eu les conditions de test sur différentes. Alors j'en parle un petit peu plus dans la note, mais sur par exemple, vous avez ce qu'on appelle une loi de route, qui est quelque chose que fournissent les constructeurs pour faire les essais sur rouleau, etc. Il y a des marges de manœuvre qui existent. Est-ce que vous roulez avec la batterie chargée, pas chargée, et d'autres différentes choses qui, en s'additionnant petit à petit, font ces écarts de 40%. Ouais, il y a une question ici. Antonin, oui. Donc on parlait un petit peu de la percée timide des voitures électriques en France par rapport aux Norvégiens. Est-ce qu'il y a une corrélation directe par rapport au réseau existant des centrales de recharge des véhicules électriques ? Très bonne question. C'est toujours un peu la question de la voiture électrique, de l'œuf et de la poule. Je cite souvent Carlos Ghosn qui, en 2011, disait haut et fort qu'en 2015, il allait vendre 500 000 Nissan Leaf. Il en a vendu en 2015, mais il en a vendu 60 000. Et donc il a dit, mais oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de borne de recharge. Donc je ne peux pas vendre mes voitures. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce qu'il y a des pays où il y a des bornes de recharge. Et est-ce que les voitures se vendent ? Mais il y a un pays où il y a beaucoup de bornes de recharge, et notamment de bornes de recharge rapides, ça s'appelle le Japon. Donc la poule est là. Mais on attend encore l'œuf.
C'est moins de 1% des ventes. Il y en a un second pays où il y a beaucoup de bornes de recharge, ça s'appelle les Pays-Bas. Donc ce sont les deux pays où la densité est la plus forte. Mais on attend encore l'œuf aussi. Alors, il se trouve que le premier rapport que j'ai publié chez France Stratégie, c'est sur ce sujet-là, qui s'appelle « Panorama des politiques publiques en faveur des véhicules à faible émission », qui est disponible sur le site. Donc je vous invite à aller le télécharger. C'est un petit peu plus dense puisque ça fait 140 pages, alors que là c'est seulement 12. Mais qu'est-ce qu'on dit dans ce rapport? Moi, ma conviction personnelle, c'est qu'en fait l'infrastructure, elle est en place. Est-ce que quelqu'un chez soi a une prise de courant? Non, pas de prise de courant. Bon. Le problème, c'est pas la prise, c'est le parking. Entre nous, bien évidemment à Paris. Moi, je considère que les gens qui ont une prise de courant chez eux et un parking, et qui roulent beaucoup tous les jours, ça peut faire du sens d'avoir une voiture électrique. Je pense que c'est bien éventuellement dans ce cadre-là pour la mobilité du quotidien. Je ne crois pas à des bornes de recharge sur les autoroutes. Je n'ai cependant pas répondu à votre question, donc je vais quand même le faire. Le 2,5, il est valable en France, en Allemagne, dans tous les pays d'Europe. D'accord, il n'y a pas de, à part la Norvège. Pourquoi est-ce que c'est comme ça en Norvège? C'est comme ça en Norvège parce que c'est le seul pays au monde où une voiture électrique coûte moins cher qu'une voiture à essence. Vous allez chez votre garagiste, vous achetez une Golf électrique, ça va vous coûter 30 000 €. Et vous achetez une Golf essence, ça va vous coûter 35 000 €. Donc moi j'aime bien le rappeler, les Norvégiens, ils ne sont pas du tout écolos. Ils sont comme vous, comme nous. Ils regardent leur portefeuille et ils se prennent ce qu'il y a de moins cher. Et comment c'est moins cher? Il se passe un truc chez nous, la taxe, la TVA, c'est 20%. Chez eux, les taxes sur les voitures, c'est plutôt entre 50 et 150%. Donc, est-ce que c'est transposable en France? C'est pas évident. À moins qu'on retombe sur beaucoup de pétrole sous la Tour Eiffel ou je sais pas où. Mais la Norvège, c'est vraiment le seul pays au monde où c'est ce cas-là. En Chine, c'est le plus grand marché mondial, la moitié des ventes. C'est 5% des ventes. Ma conviction personnelle, c'est que sur les voitures électriques, je pense que ça s'adresse à une toute petite part de la population. J'ai fait le calcul, je dirais entre 20 et 30%. Alors déjà, il ne faut pas habiter en ville. Déjà, en ville, on n'a pas besoin de voiture. Donc, pas de voiture en ville, pas de voiture individuelle. Donc, il faut pouvoir la charger. Il faut avoir un parking et pouvoir avoir un réseau électrique, une prise pour la charger. Parce que si votre installation est trop vétuste, il faudra choisir entre vous chauffer et charger la voiture. Alors ça, on peut toujours appeler un électricien, bien évidemment, mais parfois, ça peut être des travaux conséquents. Et puis après, il faut beaucoup rouler. Si vous roulez 5 ou 10 km par jour, la solution pour vous, ça ne s'appelle pas la voiture, ça s'appelle le vélo électrique. Donc la voiture, c'est au moins 30-40 km par jour. Si vous cumulez, et la dernière condition, c'est voiture électrique, c'est deuxième voiture. Parce qu'elle fait la mobilité du quotidien, elle ne vous emmène pas en vacances. Alors soit vous avez une voiture et vous prenez le train ou autre chose, ou l'avion, je ne sais pas. Mais soit vous... donc c'est deuxième voiture. Quand vous faites deuxième voiture, il faut rouler plus de 30 km, il faut avoir un parking, etc. Il vous reste entre 20 et 30% de la population. Donc finalement, on pourrait dire, avec 2,5, c'est déjà 10% du marché accessible, c'est bien. Mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. La voiture électrique, elle n'est pas pour tout le monde. Il faut beaucoup rouler. Et il faut ne pas avoir d'alternative, parce que quand on a une alternative, on la prend. Voilà. Oui. Oui. Deux questions. Est-ce que vous avez croisé les courbes que vous avez montrées avec le volume marketing des grands groupes automobiles pour autant que les données soient publiques, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que la proportion de l'énergie, j'allais dire spécifique, c'est-à-dire qui n'entraîne pas le moteur, c'est-à-dire tout ce qui est électronique dans la voiture, électrique et électronique dans la voiture, est-ce que c'est quelque chose qui est marginal ou pas si marginal que ça, et qui a forcément augmenté au cours des dernières années, et qui pourrait expliquer une partie de cette hausse? Alors, sur les budgets, vous avez en tête des budgets publicités peut-être, non? Oui, tout à fait. Alors le chiffre que j'ai en tête, mais c'est pas moi qui suis allé faire les travaux, vous avez un tiers des ventes qui sont des SUV. Je pense que plus de la moitié des budgets des constructeurs vont dans les SUV. Hein. J'entendais l'autre jour à la fois ou en même temps Volkswagen qui dit « Je serai le premier constructeur neutralité carbone en 2040 ». Bon, ok, pourquoi pas. Et puis j'entendais juste derrière une pub à la radio. Venez chez Volkswagen, c'est le mois du SUV en septembre.
Donc c'est toujours un petit peu compliqué de gérer ces deux choses en même temps. Votre deuxième question, c'est sur l'augmentation du poids des voitures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le poids des voitures a augmenté en gros de 500 kg en 50 ans. Pas tout à fait, c'est sur l'électricité électronique spécifique. Je vais répondre comme ça et puis après je vais dire. Donc 500 kg en 50 ans. 10 kg par an, l'augmentation de poids des voitures, c'est 3 choses. La sécurité passive, donc ça c'est pour éviter de se faire mal quand on a un accident. C'est pas une mauvaise chose en soi. La taille des voitures. Vous prenez des Clio, des Golf, toutes les générations, vous voyez qu'elles prennent un petit peu d'embonpoint. Et le troisième point, ça va être le confort. Le confort, donc ce dont vous parlez, tous ces équipements électroniques, que la voiture puisse faire le café, ce genre de choses, qui sont très importants. Comme ça, on évite de s'arrêter à la station essence pour faire le plein et tout. Donc, toutes ces choses-là, c'est du poids. C'est aussi de la consommation électrique, qui va aller consommer sur l'alternateur, etc. Mais quand on ramène ça par rapport à la consommation utilisée pour faire avancer la voiture, ça reste négligeable. Ce qui est important, par exemple, c'est la climatisation. Ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Donc oui, ces équipements, effectivement, contribuent à faire augmenter les émissions de CO2. Mais il y a eu un exemple intéressant, c'est la Logan. La Logan, c'est une voiture, on a tout enlevé. La première Logan, elle pesait 1 tonne. Il n'y avait plus rien. Donc, pour baisser le poids, c'est assez facile. Une autre question? Oui, peut-être une petite dernière question avant de continuer, ou c'est comme tu veux, hein? Encore une ou deux? Ok. Il y en avait une ici. Petite précision, c'est rapide. Sur la courbe où vous montrez la consommation en réel et par rapport en laboratoire, du coup, alors ça baisse en laboratoire parce que quoi? Parce que les constructeurs optimisent en fonction du protocole de test. C'est ça. Donc ils optimisent le protocole en fonction du protocole. Voilà, donc dans ce cas-là, ça baisse vraiment. Et en vrai, alors, moi, sur cette affaire-là, je vais pas. Alors oui, c'est les constructeurs qui optimisent les protocoles de test, mais pour moi, si vous voulez, il y a une responsabilité très forte du législateur. Voilà, moi, je prends souvent l'exemple. J'ai 2 enfants. Bon, quand les enfants font des bêtises, ça peut être aussi un peu de ma faute. Hein, si j'ai pas mis les bonnes règles pour les encadrer, bon, je peux pas que dire que c'est de leur faute. Donc, pour moi, c'est un problème où il y a à la fois les constructeurs, on leur donne des règles. C'est quand même comme ça dans la vie. Vous avez des règles, votre jeu, c'est de faire autour des règles et de vous débrouiller pour pas passer du mauvais côté, comme ont pu le faire certains constructeurs, notamment comme Volkswagen. Donc voilà, c'est surtout de l'optimisation de conditions de test qui permettent de baisser sur le banc les émissions, mais que dans la vraie vie, ça ne va pas arriver. Alors pour votre information, qu'est-ce qui est prévu demain ? À partir de 2021, la Commission européenne a exigé que dans toutes les voitures, vous ayez une boîte noire qui puisse relever les consommations de carburant. Donc là, c'était fait sur des flottes de voitures, et souvent, c'est des voitures d'entreprise qui sont équipées. Là, ce sera toutes les voitures. Et comme ça, ils pourront voir en temps réel comment évoluent les consommations réelles et les consommations théoriques. Et si les écarts augmentent, ils pourront prendre une décision vers 2030 pour ajuster. C'est ça qui est prévu pour l'instant. Donc, il n'est pas prévu qu'il y ait des tests. Aujourd'hui, sur la dépollution des voitures, vous avez des tests en conditions réelles qu'on appelle, alors je l'ai en anglais, je ne l'ai pas en français, mais en anglais, c'est RDE, donc Real Driving Emission. Ça existe sur les particules, ça existe sur les oxydes d'azote, mais ça n'existe pas sur les CO2. Voilà, et ce n'est pas prévu. Mais vous avez ces petits mouchards qui vont être installés et qui vont bien me servir par rapport d'ailleurs aux propositions que je vais formuler. Il y a encore 3 questions à prendre d'un coup, juste 3. Il y aura une deuxième séance de questions ensuite, donc je pense qu'on peut décaler certaines après. Alors, très vite, je vais en glisser 2 là. La première, existe-t-il une limite asymptotique du parc de voitures électriques en France au regard de la capacité de délivrer de l'énergie du réseau électrique ? Ça, c'est la première. Et la deuxième, on a parlé ce matin dans le cadre de la sobriété numérique du poids de la production de l'équipement dans son empreinte carbone totale. Est-ce que c'est un exercice qui a été fait aussi pour les automobiles ? Alors, la deuxième question, on la garde pour la suite, parce que je vais en parler. Et la première question, que j'ai perdue, c'est que j'avais bien la deuxième.
Oui, alors limite asymptotique. Alors, les scénarios qui sont faits par RTE, on va parler de deux choses. On va parler d'énergie, on va parler de puissance. En termes d'énergie, la quantité d'énergie à produire. Bon, là, on est à 2,5% de vente. Ça veut dire que dans le parc, c'est, je crois, à peu près 0,5%. 200 000 voitures sur 40 millions. Donc, pour l'instant, ça va. Les scénarios de RTE montrent que dans les scénarios les plus optimistes sur la voiture électrique, la consommation d'électricité en France est stable. Pourquoi ? Parce que peu de chances, vous le savez sans doute, parce que vous êtes un peu plus éduqué sur ce sujet-là que la moyenne, mais la consommation d'électricité baisse depuis 2007. En France, en Allemagne, pour différentes raisons. Il n'y a pas que la crise, il y a aussi des efficacités énergétiques, la rénovation, les équipements, etc. Donc, on a des gains sur la consommation d'électricité et donc la voiture électrique va pouvoir compenser ces gains, mais on n'aura pas d'augmentation. Donc si la réponse est combien de réacteurs on va devoir mettre, la réponse est on ne va pas devoir mettre de nouveaux réacteurs nucléaires. Le problème qui se pose sur la voiture électrique, c'est quand on touche chez nous après le travail et qu'on se branche tous à 19h. Ça ne marche pas. Quand il y en a beaucoup. Et ça marche. Il n'y a même pas besoin qu'il y en ait beaucoup, en fait. Il y a besoin d'avoir 2 ou 3 voitures électriques sur le même pâté de maison, parce qu'une voiture électrique, quand vous la branchez, ça peut être l'équivalent de 7 kW les prochaines. 7 kW, c'est 3-4 machines à laver. C'est l'équivalent de la puissance appelée par une maison. Donc ça, si on se branche tous en même temps, ça ne va pas marcher. Alors heureusement, il y a des systèmes, vous savez, le fameux Internet of Things, qui fait qu'on peut répartir la charge. On n'est pas obligé de tous le faire en même temps, mais il y aura vraisemblablement besoin de faire des travaux. C'est ce qui est notamment fait en Norvège, où ils commencent à devoir changer les câbles souterrains pour augmenter leur diamètre, et ça, c'est des travaux qui coûtent cher. Donc il y aura des travaux à faire. En termes de courbe asymptotique, en Norvège, ils sont à 50% de vente. En termes de parc, je ne vais pas vous dire de bêtises, ils ont peut-être 5 ou 10% de voitures électriques. Donc à 5 ou 10%, il faut commencer à faire des travaux. Voilà. Oui, 2 petites questions rapidement. Volkswagen, c'est les seuls à s'être fait piéger dans le pot de confiture, ou est-ce qu'ils avaient des ingénieurs moins bons ou des investissements moins forts que la concurrence, sachant que votre courbe elle montre quand même que ça remonte, donc il n'y a pas que des Volkswagen, on peut imaginer que... Alors, il faut faire effectivement la distinction entre 2 choses. Il y a les gens qui mettent un logiciel dans la voiture pour délibérément tromper les autorités. Et ça, c'est le cas de Volkswagen. Ça s'appelle une defeat device. Donc ça, c'est vraiment un cas à part. C'est comme ça qu'ils se sont fait épingler aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, les normes sont beaucoup plus contraignantes sur la pollution. Et donc, le seul moyen pour eux d'y arriver et de devenir le champion aux États-Unis, c'était de tricher. Et comme ils avaient commencé avec Audi à la fin des années 90, ils commençaient à savoir comment ça marchait, et puis ils ne s'étaient pas fait piquer. Donc, bon, ouais. Voilà. Après, vous avez d'autres constructeurs, que ce soit Renault, Peugeot, tous les constructeurs, ils ont tous optimisé. Ils ont optimisé les cycles, mais ça n'est pas triché. Ils ont respecté les règles étaient mal faites. Mais ils n'ont pas triché. Volkswagen, eux, ont triché. Voilà. Ok, dernière petite question. Dans les hybrides, est-ce qu'il y a de la surveillance sur le rythme ou la consommation, l'efficacité des cycles fossiles, sachant que quelques personnes ont acheté des hybrides et ils voient beaucoup de consommation d'essence et très peu de cycles électriques? Alors, on va en parler dans la suite. Donc, c'est parfait. Et on peut prendre une... C'est bon? Une dernière question? Dernière. Oui, en fait, c'était d'ailleurs pas une question, mais plutôt une remarque justement sur ce graphique-là. C'est-à-dire qu'on répète souvent le fait qu'il y a un énorme écart qui s'est creusé entre les conditions réelles, enfin les consommations en conditions réelles et en laboratoire. Je tiens à souligner qu'en fait, il est tout à fait possible de se rapprocher beaucoup des émissions observées en laboratoire. C'est juste qu'on n'a pas appris à conduire de sorte à utiliser au mieux les moteurs. En fait, les conditions laboratoires ont poussé les constructeurs, je parle de ceux qui n'ont pas triché, à optimiser les voitures dans certaines conditions qui sont celles du laboratoire, c'est-à-dire vitesse stabilisée,
Et ben, si on apprend à conduire en maximisant le temps qu'on passe en vitesse stabilisée, mais je peux vous garantir que votre propre consommation, elle s'effondre. Enfin, j'ai moi-même une voiture qui est capable de rouler à des vitesses prohibées, hein, et je consomme du 4 litres au 100, et ce qui est assez proche de ce qu'annonce le constructeur. Et je constate ça sur des pleins entiers. Hein. Donc voilà, c'est faisable, c'est juste qu'on n'a pas appris. Et donc il y a aussi des changements d'usage à faire pour permettre aux gens d'économiser des sous. Alors vous avez raison en partie, c'est-à-dire que oui, ce qu'on appelle l'éco-conduite, hein, d'accélérer moins fort, de ne pas faire la course à chaque feu rouge et de rouler à vitesse à peu près stabilisée le plus longtemps possible, ça permet de faire des économies. Et d'ailleurs les gens qui passent à la voiture électrique, comme ils ont moins d'autonomie, ils y arrivent assez vite à cette conduite apaisée ou calme. Maintenant, le cycle NEDC n'est pas non plus très fidèle à une conduite normale. Il n'y a pas beaucoup de phases aussi d'accélération, il y en a peut-être moins que ce qu'on fait d'habitude. Et donc c'est ça qui a aussi pas mal changé avec le nouveau cycle WLTC. Mais oui, il y a une partie, et ça c'est vrai en règle générale pour la transition énergétique, il y a toute une partie du travail, c'est à nous de le faire, et c'est à nous de conduire différemment et d'un peu moins consommer. Alors je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie. Une fois qu'on a fait un diagnostic sur les émissions de CO2, c'est de vous parler un peu des propositions qu'on va formuler avec France Stratégie. Alors je vous l'ai dit, il y a un pays qui est arrivé à ces 95 grammes, ça s'appelle la Norvège. Bon, on est à peu près tous d'accord qu'on ne va pas pouvoir mettre en place en France, d'ici les quelques mois qui viennent, une taxe à 150% sur l'achat des voitures. Et donc cette solution-là, malheureusement, il va falloir qu'on l'abandonne. Mais il y a quelque chose qui est intéressant en Norvège. En fait, en 2007, ils ont intégré une composante à leur fiscalité indexée sur le poids des voitures. Donc aujourd'hui, quand vous achetez une voiture en Norvège, vous avez une composante sur le poids des voitures, une composante sur le CO2, à peu près moitié-moitié, et ils ont rajouté une toute petite composante sur les émissions d'oxyde d'azote qui ne coûte pas très cher, mais qui a permis juste d'enclencher la baisse des ventes des voitures diesel. Donc pour vous donner un exemple, si vous voulez vous acheter un Audi Q7, toujours notre Audi Q7, qui a la note environnementale B en Allemagne, eh bien en Norvège, comme il est au-dessus de 2 tonnes, donc il n'est pas dans le tableau, je crois que c'est 2 tonnes 2, si je ne dis pas de bêtises, il est plutôt par là, donc ce sera 20 000 euros. 20 000 euros, ça c'est que pour le poids. Hein. Après, il faut rajouter le CO2, donc le CO2 il doit être à peu près à, si je ne dis pas de bêtises, il doit être à peu près à ça aussi, 20 000 euros, donc c'est 40 000 euros en plus, d'accord ? Et si vous voulez vous acheter une petite Smart, hop, 1 tonne, voilà, c'est 1 000 euros. Donc on a un écart de 1 à 20 entre la voiture avec une note E et la voiture avec une note B. Et donc, ce qui est intéressant aussi en Norvège, c'est qu'au fur et à mesure des années, ils ont déplacé leur système pour abaisser le malus sur les voitures les plus légères, tout en conservant une très forte augmentation à partir de 1 tonne 4. Alors en partant du constat qu'on était un tout petit peu moins riche par tête que les Norvégiens, nous ce qu'on propose, c'était de le décaler. Là on l'a décalé dans le cadre de la note de 2 000 euros. Donc en gros, ça voulait dire que ici je crois que je m'étais basé sur le poids moyen en Europe, 1 tonne 35. Donc au-dessus du poids moyen, vous allez avoir un malus. Et en dessous du poids moyen, vous allez avoir un bonus. Comme en France, on est déjà assez gâté par les différentes taxes qui existent, on a choisi de ne pas appeler ça écotaxe, et on s'est dit qu'il fallait que ce soit neutre budgétairement. Neutre, ça veut dire que ceux qui achètent une voiture plus lourde, eh bien, ils donnent de l'argent à ceux qui sont prêts à s'acheter une voiture moins lourde, plus petite, moins confortable. Et pour vous donner un illustratif, ça ressemble à ça. Si j'y arrive, voilà. Donc là, j'ai fait une simulation. Et le but de cette simulation, c'était d'essayer de trouver comment est-ce qu'on cale le système pour qu'il soit neutre. Donc ça n'est pas une taxe de plus,
c'est un transfert entre les gens qui veulent s'acheter des grosses voitures vers les gens qui veulent s'acheter des petites voitures. Donc vous voyez, là vous avez en fait le montant bonus-malus, on parle de millions d'euros, donc c'était sur les immatriculations en France 2018, et donc j'ai multiplié mes bonus et mes malus par les immatriculations pour voir ce que ça donnait. Et donc vous voyez, quand vous achetez une Peugeot 108, vous allez avoir un bonus, je crois, de tête c'est aux alentours de 2000 €. Vous en aurez avec une Peugeot 208, avec une Renault Clio, avec une Peugeot 308, et puis après vous passez au-dessus d'une tonne 4, là vous arrivez dans le 3008, et là vous commencez à avoir un petit malus, et vous l'avez sur le 5008, un petit clin d'œil à nos amis de Volkswagen, avec la Volkswagen Tiguan, qui se vend très bien en France d'ailleurs, et Mercedes classe E, voilà, Audi Q5, là, et puis après 2 tonnes, hein, on change de catégorie, on passe dans les tanks. Alors, quand j'ai proposé ma note, il y a beaucoup de gens qui me disent souvent, mais attends, il y a quand même un problème. On fait comment avec les familles nombreuses? Bon. Et puis les voitures électriques, c'est complètement stupide, puisque les voitures électriques, elles sont plus lourdes. Elles ont une batterie. Donc comment on fait? Alors sur les familles nombreuses, je vais d'abord faire un petit sondage dans la salle. Est-ce que vous savez que... alors déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ont une famille nombreuse? Voilà. Alors, non, mais laissez la main ouverte parce qu'après, ça va me servir. Donc, dans ces gens-là, est-ce que ceux qui ont acheté une voiture neuve récemment gardent la main à lever? Voilà. Il en reste quelques-uns. Est-ce que vous savez que vous avez le droit à un bonus, une minoration sur l'achat de votre voiture parce que vous avez une famille nombreuse qui peut monter jusqu'à 7 500 €? Non? Bon. Alors, vous allez sur Internet, vous pourrez remplir le formulaire. J'espère que c'est pas trop tard, mais vous avez peut-être gagné 7 500 € aujourd'hui. Ce qui est quand même pas mal. Bon, donc aujourd'hui, il y a déjà une minoration sur les familles nombreuses. En gros, le malus, il commence à 120 grammes. Une famille nombreuse, 3 enfants, 20 grammes par enfant, c'est 60 grammes de minoration. Donc vous pouvez acheter une voiture à 180 grammes, un très beau SUV, et vous ne paierez pas de malus. Voilà. Et si vous en avez payé un, il est peut-être encore temps de vous le faire rembourser. Donc on va continuer avec le bonus-malus. Donc ça ne va pas être 60 grammes. Je pense que ça peut être 200 kilos. Donc au lieu de payer un malus à 1 tonne 4, on va plutôt payer un malus à 1 tonne 6. Donc jusqu'à 1 tonne 6, vous avez de quoi vous acheter un 3008, un 5008, un Scénic. Peut-être pas un Renault Espace, mais voilà. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Alors, la voiture électrique, je vais juste en parler rapidement. Bah oui, la voiture électrique, forcément, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait l'exempter, sous certaines conditions. La première condition, c'est son poids. Si elle pèse plus de 2 tonnes, on pense que la voiture électrique a un impact environnemental limité, et donc ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc si elle pèse plus de 2 tonnes, et là elle passe plutôt dans la catégorie du tank électrique, donc là il n'y a plus d'exemption pour les tanks. Voilà. Après, il y a le problème des voitures hybrides rechargeables, que vous avez mentionné. Effectivement, dans beaucoup de pays, notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, beaucoup de gens s'achetaient des véhicules hybrides rechargeables, notamment des voitures de société, parce que ça coûtait moins cher avec les incitations. Qu'est-ce qui se passait au bout d'un an? Ils allaient chez le concessionnaire pour faire l'entretien, et le câble de recharge était toujours dans le plastique. La voiture hybride rechargeable, quand elle n'est pas chargée, elle consomme plus. Et donc effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait les Néerlandais? Ils ont arrêté les incitations. Et depuis, ils ne s'en vendent plus, tout simplement. Et donc il y a un problème parce que ces voitures-là, fondamentalement, ce n'est pas une mauvaise idée, un hybride rechargeable. Vous avez une batterie qui n'est pas trop grosse, 15 kWh, 20 kWh. Vous pouvez rouler la majorité du temps en électrique, 80% du temps. Et puis après, vous avez un moteur thermique qui vous permet de faire des trajets plus longs. Ça vous permet d'avoir une seule voiture. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de dire, écoutez, comme à partir de 2021, la Commission européenne va installer dans chacune des voitures une boîte noire, eh bien, nous, on vous propose de payer la TVS avec un rabais proportionnel au taux d'utilisation. Vous roulez en électrique, 80% du temps, vous avez 80% de rabais. Vous ne chargez pas, vous payez plein pot.
Alors les gens vont me dire, mais comment est-ce que vous allez avoir l'information? C'est facile, vous chargez plein pot, et puis eux, ils vous amènent l'information pour avoir le rabais. Et a priori, on devrait avoir l'information sans problème. Toutes les voitures seront équipées. Juste 2 petits points supplémentaires sur le poids. Pourquoi est-ce que le poids dans les voitures? Alors, un petit point d'abord de physique. Comme vous le savez peut-être, le poids, c'est quand même 3. Ça intervient dans 3 des 4 composantes pour l'avancement de la voiture, qu'elle soit électrique ou thermique. Donc, la traînée de roulement, donc ça, c'est les pneus sur la route. L'inertie, donc ça c'est quand vous devez accélérer, faire accélérer la voiture, et puis l'énergie potentielle, ça c'est quand vous montez, et forcément aussi quand vous descendez. Ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que le poids... Ah oui, en fait, je me suis complètement mêlé les pinceaux, c'est pas grave. On a un petit peu... bref, on revient sur le poids. Donc pourquoi le poids? Bon, le point 1, on en avait parlé. On est à peu près tous d'accord dans la salle qu'a priori, ça ne marche pas. Ce qui marche actuellement. Parce que moi, on m'a souvent dit, oui, mais le poids, c'est déjà compris dans les émissions de CO2, indirectement. Donc pourquoi est-ce qu'on va le mettre en plus? Parce qu'en fait, le système actuel, il ne marche pas. Donc il faut l'améliorer. Il faut le changer. S'il y a d'autres bonnes idées, je suis très, très preneur, mais là, concrètement, ça ne marche pas. Le poids, j'ai parlé un petit peu du roulement, de l'inertie. Ce qui est intéressant sur le poids, c'est que c'est aussi un très bon proxy de cycle de vie de la voiture. Donc, les émissions de CO2, la voiture électrique, c'est 0. Mais sauf que c'est pas 0. La voiture, il faut la charger. Alors en France, c'est pas beaucoup. En Allemagne, c'est un peu plus. En Chine, encore plus. Et puis, il faut la fabriquer aussi. La fabrication de la batterie, c'est autant d'énergie que la fabrication de la voiture. Donc il faut prendre en compte ces choses-là. Et puis le poids, c'est un bon proxy sur aussi l'empreinte métallique de la voiture. Plus la voiture est lourde, plus vous allez avoir besoin d'une grosse batterie. Plus il y aura de métaux dans la batterie, plus il y aura de cobalt, plus il y aura de nickel, plus il y aura de lithium et du carbone gris. Le dernier point sur le poids qui est important, c'est par rapport à cette optimisation. Alors vous devez un peu le savoir, chacun d'entre vous dans cette salle. Si le matin vous montez sur votre balance, les marges d'optimisation sont limitées, voire nulles. Eh bien c'est pareil pour les voitures. Donc le problème qu'on a eu depuis 15 ans d'optimisation, eh bien celui-là on le supprime. On ne va pas optimiser la balance. Ça ne va pas arriver. Donc ça c'est un point très important qu'il faut avoir en tête. Alors la voiture électrique, quand même deux mots sur la voiture électrique. On a parlé des exemptions qui sont là, donc j'en ai parlé un tout petit peu en avance, mais ça on l'a déjà fait. La voiture électrique, bien évidemment, comme vous le savez tous, elle est aussi verte que l'électricité qu'on utilise pour la charger et pour la fabriquer. Donc en France, c'est une voiture nucléaire, en Norvège, c'est une voiture hydraulique. Alors, en Allemagne, j'allais dire c'est une voiture au charbon, mais depuis le début de l'année, il se trouve que, j'ai vu ce matin que l'éolien et le solaire étaient passés devant le charbon. Donc en Allemagne, c'est presque une voiture aux énergies intermittentes. En Chine, c'est au charbon. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc cette voiture, il faut quand même se débrouiller. Ce ne serait pas idiot si on pouvait éviter de la fabriquer, par exemple, je ne sais pas, en Pologne. J'ai vu que Emmanuel Macron avait fait une petite sortie sur la Pologne récemment, proposé à tous plutôt d'aller manifester dans Paris, d'aller en Pologne. Il n'a pas complètement tort, en fait, Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si demain vous voulez vous acheter une Renault Zoé et une Peugeot 208, d'où vient la batterie ? De Pologne. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour éviter que les constructeurs n'installent les usines de batterie dans le pays qu'a l'électricité la plus charbonnée au monde. Parce que là, on se rend compte que la voiture électrique à faible émission avec une batterie à forte émission, c'est pas exactement ce qu'on était venu acheter. Alors bien évidemment, il y a la solution facile. La taxe carbone compensée aux frontières. Donc Emmanuel Macron en a déjà parlé 3 fois. Il me semble que la présidente de la Commission européenne, c'est un projet très important pour elle. C'était aussi le cas pour François Hollande. C'était aussi le cas pour Nicolas Sarkozy. Je crois que c'est le cas depuis 20 ans pour beaucoup de présidents. Le fameux serpent de mer de la taxe carbone compensée aux frontières.
comme le dit Emmanuel Macron, ça risque de coincer avec la Pologne. Donc il faut trouver une autre solution. Nous, ce qu'on propose, c'est de changer un peu de taxes, parce que les taxes, c'est pas trop à la mode. On propose de mettre une norme. Donc très simplement, on met une norme sur le contenu carbone de l'électricité utilisée pour fabriquer les batteries. On vise personne et on vise tout le monde. Donc au hasard, on n'a pas proposé de chiffre, mais soit on dit, si vous voulez fabriquer des batteries, c'est 200 grammes du kilowattheure. Vous faites plus, vous ne pouvez pas vendre la voiture. Vous faites moins, vous pouvez la vendre. Vous pouvez le faire en Pologne. Mais il va falloir vous acheter des certificats, mettre des panneaux solaires, des éoliennes, pour baisser sous les 200. Vous pouvez le faire en Chine aussi. Mais il faudra respecter ce 200. Alors, bien évidemment, c'est ambitieux de vouloir mettre une norme au niveau européen. On imagine que ça ne va pas être facile. La solution moins ambitieuse, c'est de dire, vous savez, en France, vous avez le droit à un bonus à l'achat, 6 000 €. Ce 6 000 €, c'est si la batterie, elle est fabriquée avec une électricité à moins de 200 grammes du kilowattheure. Ou sinon, c'est 0. Et là, ça devrait peut-être aider un peu les constructeurs automobiles à installer leurs usines de batteries dans des pays à électricité faiblement carbonée pour que réellement ces voitures électriques puissent aussi contribuer à faire baisser les émissions de CO2. Voilà, j'ai fini. Il reste un petit peu de temps pour les... J'avais calculé qu'on avait encore... On a recommencé à 55. Il reste 10 minutes pour les questions. Oui, c'est ça. Il y a d'autres gens qui n'ont pas encore autant parlé, alors... Donc, j'ai vu que quand on avait le micro, on avait droit à 2 questions au lieu d'une, donc je vais faire comme les autres. Donc, je suis Bruno Lafage de l'Agence française pour la biodiversité. Vous avez vu que je répondais que à 1 sur 2, hein, donc vous me laissez le choix. Ok. Donc, juste sous une... c'est 2 remarques, en fait. Sur votre graphique, là, sur les bonus-malus liés au poids, donc on avait la 208 qui était toute légère et qui était favorisée par rapport à ce que vous appeliez les tanks. Mais moi, la question que je me pose, c'est... Un Audi Q5, par exemple, qui ferait, je ne sais pas, 10 000 km par an, il polluerait potentiellement moins, puisqu'on parle bien de CO2, qu'une Peugeot 108 qui ferait 30 000 km par an. Donc, vous avez parlé après sur les voitures électriques de taux d'utilisation. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas agir sur le taux d'utilisation plutôt que de partir sur un préalable qui est le poids des voitures? Alors, ouais. Je vais déjà répondre à ça rapidement. Oui, ça s'appelle la vignette, ça. Mais c'est ce qu'on fait sur les voitures, c'est ce qu'on va faire sur les voitures, si vous voulez. Un peu de société, mettre une fiscalité à l'utilisation de la voiture, pourquoi pas. C'est juste qu'après, en termes de... Est-ce qu'on va être en mesure de le mettre en place? C'est un petit peu comme la taxe carbone aux frontières. La probabilité qu'en France, on revienne à la vignette est très proche du néant. Mais effectivement, vous avez raison. Alors... Au lieu de faire ça, on peut aussi décourager l'utilisation de la voiture. Et une mesure, c'est par exemple de dire, comme à Paris, 2030, vous interdisez toutes les voitures. Moi, personnellement, ma conviction, c'est qu'on doit interdire les voitures individuelles en ville, quelles qu'elles soient. Et on peut autoriser les voitures où il y a 2 ou 3 personnes, ça s'appelle le transport en commun, quelles qu'elles soient. Mais... Voilà, il y a 2 façons de faire. Mais votre deuxième question? Alors, en fait, c'était une remarque. L'intitulé de votre présentation, c'est comment faire enfin baisser les émissions de CO2 des voitures. On voit que la tendance actuelle, c'est la voiture connectée. Alors, je ne parle pas de la voiture autonome, je parle de la voiture connectée. Et je discutais avec un équipementier qui s'appelle Continental, qui bosse pour BMW notamment, qui me disait toutes les nouvelles BMW qui sortent, elles sont connectées en permanence avec un data center. C'est une voiture connectée, elle est capable d'envoyer des informations 100 fois par seconde à un data center quelque part pour de la sécurité, etc. Donc est-ce qu'on risque pas à terme, c'était en lien avec la courbe que vous aviez sur les émissions de CO2, où on a des constructeurs qui font des efforts pour que les moteurs consomment moins, mais avec une consommation, enfin des émissions de CO2 qui seraient décalées, qui seraient déplacées vers des data centers, en fait, qui eux consommeraient aussi. Il disait que l'équivalent de la voiture connectée, c'était le fait de mettre de la clim, quoi.
Donc c'est pas négligeable non plus, quoi. Oui, je peux que vous confirmer que je ne crois pas que la voiture autonome effectivement soit la solution. Donc, et qu'en ville, la solution plutôt que la voiture électrique autonome, ça s'appelle plutôt un vélo. Et si vous voulez, si vous n'avez pas de douche au travail, il peut avoir une petite batterie avec lui. Oui, mais la voiture connectée, c'est pour aller derrière sur la voiture autonome. Donc oui, ça s'appelle l'effet rebond. Effectivement, si on continue à faire ces véhicules-là, il n'y a pas de raison que ça baisse. Alors la bonne nouvelle quand même, avant qu'on parte, c'est qu'a priori, dans pas très longtemps, on aura une autre crise financière. Donc ça devrait aller un tout petit peu mieux sur le CO2. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Aurélien Bigot, je travaille en thèse sur la transition énergétique dans les transports. Je voulais savoir comment les propositions avaient été reçues politiquement. Est-ce qu'on a des chances de voir prochainement, par exemple, une composante poids dans le bonus-malus arriver dans un projet de loi de finances ou autre moyen de ce genre? Alors, très bonne question. Donc comment ça a été reçu? Moi, quand je suis en tant que conseiller scientifique à France Stratégie, avant de publier ma note, elle part dans les différents ministères. Et je dois reconnaître que c'est l'endroit où elle a été le plus mal reçue. Pourquoi? Parce que je commence par dire un échec européen. Et dans l'Europe, il y a la France. Donc les personnes qui ont reçu cette note se sont senties un peu visées. C'était pas le but. Et donc on m'a dit, mais c'est pas vraiment vrai, ça a quand même un peu baissé, regardez, la consommation de la 308, elle a baissé. Bah oui, mais sauf qu'après, on s'achète une 3008. Donc forcément, quand on fait le calcul, ça marche pas. Donc au niveau du ministère, pas très enthousiaste sur la note. Par contre, dans les médias, ça a été beaucoup repris. Donc les gens ont trouvé ça intéressant. Il y a quand même un petit caractère social, entre guillemets, gilet jaune de cette note, de redistribution. C'est un petit peu la taxe kérosène de la voiture, si vous voulez. Donc les SUV, il se trouve que parfois, peut-être, les gens qui roulent en SUV prennent un peu plus l'avion que les autres. Et donc, c'est quand même une mesure très sociale. Donc, ça a été repris par... alors, il y a un journaliste qui a fait un papier qui a dit « Oui, on n'arrête pas d'innover encore pour traire les Français, etc. » Donc, j'ai regardé qui c'était. C'était le journaliste SUV du Figaro. Bon. Ceci explique cela. Il y a deux députés qui ont repris la note. Le premier, c'est Eric Alauzet, La République En Marche. Il voulait déposer un amendement dans la loi climat-énergie, mais l'amendement a été retiré avant lecture. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'ils discutent entre eux, et puis ils décident qu'est-ce qu'ils mettent et qu'est-ce qu'ils ne mettent pas. Bon, ben celui-là, il n'a pas été pris. Et puis il y a un deuxième député, c'est Mathieu Orphelin, qui lui a aussi voulu déposer un amendement lors de la seconde lecture de la loi L'Homme à l'Assemblée. Mais là, il a dû aussi le retirer, parce qu'il ne rentrait pas dans ils appellent ça l'entonnoir, parce qu'il faut que ça aille très vite, c'est des procédures accélérées. Et donc, ils ont aussi discuté entre eux, ils ont dit, ben ça, on ne le prend pas. Mais il y a le projet de loi des finances qui arrive, 2020, dont les discussions vont commencer en octobre. Et donc, Mathieu Orphelin devrait déposer à nouveau un amendement pour proposer ce système-là. Moi, je travaille avec ses collaborateurs pour voir quelle forme ça pourrait prendre. Et si jamais vous êtes disponible vendredi prochain à 13h, normalement, si j'ai la validation de ma direction, je présenterai quelques éléments sur ce à quoi ça pourrait ressembler. Parce qu'en gros, ce que j'ai présenté ici, c'était plutôt au niveau européen. Et la France, on a un peu réfléchi à comment est-ce que ça pourrait s'articuler avec le bonus actuel, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un timing qui est favorable. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les SUV. Il y a des choses tristes qui arrivent aussi avec des SUV. Il y a eu un drame en Allemagne qui a beaucoup choqué l'opinion. Quelqu'un en Porsche SUV qui a écrasé 4 personnes qui sont mortes sur le coup récemment. Donc il y a aussi un enjeu de sécurité. Et puis il y a quand même une mobilisation des jeunes. On le voit encore hier, pour écouter le discours de 4 minutes de Greta Thunberg à l'ONU, qui a priori n'a pas fait plaisir à Emmanuel Macron et ses ministres. Ils ne sont plus amis, a priori. Et on le voit avec les marches du climat. Et moi, je dois le dire aussi, je suis très heureux d'être là, parce que hier, j'étais à Pont-Saint-Esprit, à Avignon, et dans la plupart des conférences que je fais, la moyenne d'âge, c'est plutôt 60-70 ans. Ici, au Shift, il y a beaucoup de jeunes. Bah, ça tombe bien parce que c'est vous qui allez être impacté. Et donc c'est à vous
c'est à vous de vous organiser, de vous bouger. Et c'est un peu, moi, un peu ce que j'ai fait finalement. Je vous l'ai dit, les premières réflexions, elles sont parties du Shift. Elles sont parties de conférences aussi que j'avais vues de Jean-Marc, un petit déjeuner au Sénat sur les voitures électriques. Et pour info, j'ai une deuxième proposition qui est un peu différente dans la poche, qui vient aussi du Shift au départ, sur la rénovation thermique, qu'il s'agit de taxer les plus-values en fonction du diagnostic performance environnementale, le DPE. Et ça, peut-être qu'un jour, je viendrai vous le présenter, si j'arrive à le publier. Voilà, donc c'est plutôt optimiste pour l'instant, mais il ne faut jamais sous-estimer les lobbies automobiles. Alors, pour répondre quand même sur les lobbies automobiles, c'est important, les constructeurs, ils ont un rôle à jouer. Moi, quand j'ai publié ma note en juin, je n'avais pas eu de nouvelles des constructeurs. J'ai eu aucun retour. La semaine dernière, j'ai le CCFA, qui est le comité des constructeurs français, qui m'a appelé à France Stratégie, donc j'étais content. J'étais content parce qu'ils étaient au courant et donc ils commençaient à s'inquiéter. Ça veut dire que ça arrive. Ça veut dire que ça circule, potentiellement ça circule au sein des ministères, potentiellement ça circule à Bercy. Moi, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, j'ai pas d'infos. Donc il faudra suivre et on pourra découvrir ça tous ensemble en même temps lors du projet de loi des finances. Alors après, juste pour finir, mon ambition, c'est pas la France. Hein. Mon ambition, c'est l'Europe. Parce que pour que ce soit utile, il ne faut pas qu'on mette ça que chez nous. Il faut que ce soit appliqué au niveau européen. Et donc, on a la chance en France d'avoir une députée qui est présidente de la commission transport, qui s'appelle Karima Deli. Et donc, je vais essayer de voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble pour appuyer cette proposition et que ce soit appliqué dans toute l'Europe. Ce n'est pas un sujet franco-français. Les constructeurs français devraient se réjouir parce que, jusqu'à la 3008, en tout cas, ils avaient plutôt des segments de marché plus petits et c'était plutôt les Allemands qui nous vendaient des Panzer, des grosses voitures. Et voilà, j'imagine qu'il y a une opportunité à saisir peut-être pour eux. Alors c'est un peu d'ailleurs les propos que j'ai eus avec la personne du CCFA. Il m'a dit oui, mais vous savez, c'est compliqué en Europe, là, il y a les Allemands, etc. Je dis oui, c'est compliqué, mais aidez-nous. Vous, ça va vous avantager. Parce qu'une autre proposition que j'avais, c'est de dire bon, ça, on pourrait l'appliquer aux consommateurs, mais on pourrait aussi l'appliquer aux constructeurs. De constructeurs, le problème de l'automobile, si vous voulez, c'est que les marges, elles sont proportionnelles au poids des voitures. Donc il y a un déséquilibrage complet. Donc eux, ils ont intérêt à vendre des très grosses voitures, très lourdes. Et ils n'ont pas intérêt à vendre des petites voitures qu'ils ont d'ailleurs toutes délocalisées en Europe de l'Est. Donc en leur disant, si tu vends une voiture très lourde, très bien, mais je te prends une partie de ta marge et je l'envoie sur la petite, eh bien on aurait un mécanisme qui pourrait rééquilibrer. Ça fait partie des choses qu'on pourrait peut-être proposer au niveau européen. En 2021, il y a des énormes amendes qui arrivent pour les constructeurs. On parle de plusieurs centaines de millions, parfois milliards d'euros pour les moins vertueux. On pourrait leur dire, écoutez, on fait un deal. Dans 2 ans, le marché de l'automobile va mal, vous gagnez pas beaucoup d'argent, de moins en moins. Si je vous mets une amende d'1 milliard d'euros, je vous envoie dans la bouche des Chinois. Est-ce que c'est très intelligent? Je ne sais pas. Eh bien, ok, on n'a pas été bon sur le CO2 tous ensemble. Maintenant, je vous propose de changer de système et on va aller sur ce mécanisme d'incitation pour aller vers des voitures plus légères. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait, en 2009, notre président Nicolas Sarkozy a fait un cadeau à Angela Merkel pour s'assurer de son soutien pour la COP de Copenhague, qui a eu un impact très important, comme vous le savez. Et donc, il lui a dit que les objectifs sont proportionnels au poids des voitures. Donc, plus vous vendez des voitures lourdes, plus votre objectif est élevé. D'accord? Donc Daimler, leur objectif c'est 105. Renault c'est 95. Et donc ça pénalise les constructeurs français. Donc depuis 10 ans, les gens qui sont bons sont pénalisés. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous fabriquez une petite voiture comme Peugeot, une 108, vous dites j'arrête. Parce que cette voiture, je ne gagne pas d'argent. Et en plus, en vendant moins, je vais faire remonter mon objectif.
Donc ce sera plus facile à atteindre. Donc ils sont encouragés à vendre des voitures plus lourdes. Donc il faut juste changer les règles du jeu. Et je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler avec les constructeurs LCCFA, mais j'espère qu'on sera capable d'avoir une approche constructive là-dessus, parce que à la fin de l'histoire, il y a quand même 13 millions d'emplois en jeu en Europe. Il ne s'agit pas juste de mettre 13 millions de personnes au chômage. Il s'agit de reconvertir cette industrie pour faire des voitures qui soient compatibles avec les autres contraintes qu'on a par ailleurs, que ce soit sur le climat ou sur la disponibilité de pétrole. Oui, juste en conclusion, pour rebondir sur la présentation que tu viens de faire, dans les propositions qu'on avait faites dans le manifeste du chiffre pour décarboner l'Europe, là, il y a 2 siècles, en fait, sur la voiture individuelle, la première proposition qu'on avait faite, c'était de baisser son poids. Et on avait aussi pensé qu'il y avait que l'arme réglementaire qui permettait de passer. Donc, en gros, il ne fallait pas s'enquiquiner avec un système fiscal, il fallait juste interdire, en gros, de vendre des voitures qui consomment trop. Et alors, il y a une très bonne manière d'interdire, en fait, c'est de coller une prune monstrueuse au constructeur et de la faire vraiment respecter si jamais il ne respecte pas l'interdiction. Voilà. Mais, et pour rebondir sur ce que disait Nicolas, c'est clair qu'aujourd'hui, dans le match qui oppose les constructeurs à la puissance publique, qui en l'occurrence est européenne, les constructeurs manipulent la puissance publique exactement comme ils veulent. À cause de l'emploi, peut-être, je ne sais pas. Enfin, le résultat, c'est que on aboutit à des normes qui sont ni faites ni à faire. L'autre jour, j'ai vu passer une publicité pour un truc, un tank, là, comme tu dis, qui était donné pour 66 grammes de CO2 au kilomètre. C'est une voiture qui était ou électrique ou plug-in, je ne sais pas quoi. Rien que les émissions de fabrication de la voiture et de la batterie dépassaient 80. Oui, je pense qu'on parle sur un bon temps qu'on arrive à 20 tonnes normalement. 20 tonnes de CO2, la voiture sort de l'usine, elle n'a pas encore roulé. Donc après, on fera un petit peu de temps pour le rattraper. Mais moi, je reste, c'est peut-être mon naturel, mais je suis un peu optimiste. Et je me dis que voilà, ce n'est pas une fatalité, qu'on ne peut pas que compter sur la crise financière dont je me réjouis de l'arrivée, et qu'il faut essayer de trouver quelque chose. Je pense, j'ai peut-être la naïveté de penser qu'en ce moment, le timing est plutôt bon. Mais une fois de plus, il ne faut pas être, voilà, comme le disait très bien Jean-Marc, il y a des gens qui sont très bien organisés à Bruxelles, mieux que nous d'ailleurs. Et donc, il ne faut pas sous-estimer leur pouvoir. Et donc, on essaiera de voir si au niveau français, déjà, on est capable de le mettre. Mais ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que quand on le fait au niveau français, on se pénalise un peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les voitures qu'on produit en France, ce sont ces voitures-là. Toutes les petites voitures sont parties en Europe de l'Est entre 2000 et 2010, suite à l'élargissement de l'Europe aux nouveaux États membres. Donc, qu'est-ce qu'on produit en France ? Du 3008, du 5008, peut-être du Scénic, etc. Toutes les Mégane, les Clio, etc. Tout ça, c'est en Turquie, en Slovaquie, en Pologne, dans tous ces pays-là. Donc, pour que les constructeurs puissent aussi continuer et peut-être rapatrier les voitures un peu plus légères, il faut qu'on soit en mesure de rééquilibrer les marges sur ces modèles-là. Et j'espère qu'on sera en mesure de discuter avec eux et de trouver une solution intelligente à ce problème qui nous concerne tous. Voilà, merci beaucoup.